Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous y sommes avec notre grand débat de 17h30. Des bras. Oui, vous savez pourquoi ? Parce que j'allais vous parler d'Harvard après. Mais bon, je vais juste vous rappeler quand même que nos vraies voix ce soir sont Corinne Tapireau, conseillère d'arrondissement Les Républicains, Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Raphaël Rémy-Leleu, également conseillère de Paris, écoféministe et auteur de Beyoncé est-elle féministe ? Et puis Michel Taube, fondateur du média Opinion Internationale et éditorialiste politique. Allez, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Harvard, Stanford et le Massachusetts Institute of Technology. Les universités des États-Unis restent en tête du classement de Shanghai qui établit annuellement un top 1000 mondial. Le Shanghai Ranking Consultancy donne un satisfecit aux universités françaises. Même si le top 10 de ce classement reste entièrement anglophone, l'université française Paris-Saclay gagne 3 rangs et se hisse à la 12e place. La ministre Sylvie Retailleau, ancienne présidente de l'université de Paris-Saclay, salue d'ailleurs la meilleure position enregistrée par un établissement français depuis la création du classement. 3 autres universités françaises figurent donc dans ce top 100. Nous avons la joie de recevoir Michel Donneken, président de l'université de Strasbourg depuis 2016. Je le prononce bien, cher Michel Donneken. Très bien. Merci, voilà, l'ai-je bien descendu parce que j'avais un peu buté sur Harvard tout à l'heure, donc ça tombait mal. Donc, vous les auditeurs de Sud Radio, vous répondez à la question de ce débat. Les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur ? Alors, avant de vous donner la parole à vous tous, un mot avec Raphaël Rémy-Leleu, parce que j'aimerais, Raphaël, que vous nous rappeliez aussi, vous jouez un rôle précisément dans cette vie universitaire. Sur ce, donc, on ne va pas vous demander de débattre, mais peut-être un petit mot en nous rappelant ce que vous faites au quotidien. Alors, je ne vais pas débattre avec vous et ça n'est pas faute d'expertise, c'est presque à cause d'un trop-plein d'expertise, car dans ma vie professionnelle, je travaille pour un service qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur. Et comme la déontologie et l'absence de conflit d'intérêts, ça n'est pas que pour les autres, je vais m'abstenir de débattre, mais j'en profite tout de même pour saluer Monsieur le Président de l'Université, Michel Donneken, qui est un grand expert du domaine et avec qui c'est toujours un plaisir de discuter. Et puis peut-être un commentaire juste pour lancer le débat à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, merci d'en parler, parce qu'en fait, la place de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le débat public et dans le débat politique en France est très très faible, alors que pourtant on connaît des évolutions absolument majeures, ne serait-ce que l'installation de Parcoursup ou de la sélection en master, enfin l'évolution de la vie universitaire dans les grands centres urbains également, on connaît bien ce défilé à Paris. Donc merci beaucoup d'en discuter. Et puis un mot aussi pour tous mes collègues de l'enseignement sup, que ça soit dans les universités, les IUT, les écoles, qui dès lundi en fait n'auront plus de vacances, car elles et ils seront occupés à préparer la rentrée. Et ça n'est pas le moment le plus facile de l'année. Bon, très bien. Merci pour ce point de vue. Ça lance bien quand même les débats. Je voudrais juste aussi vous donner le résultat de cette petite consultation qu'on fait sur le compte X. Les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur ? Vous dites non à 85%. Bon, pour tout se dire, on s'y attendait un petit peu. Corinne Tapireau, parce qu'il y a toujours cette image. Alors, il y a Paris-Saclay, on va en parler bien sûr. Et puis, il y a d'autres universités. Juste très rapidement, Corinne Tapireau, pourquoi on a 85% à votre avis ? Bon, d'abord parce qu'on n'est pas très attaché au classement. D'ailleurs, Madame Retailleau n'y était pas très attachée quand on était mal placé. Là, bon, elle dit que c'est une fierté. Très bien, mais il faut savoir comment a été créé ce classement. C'est Shanghai qui, en 2003, a voulu comprendre quelle était la performance des universités américaines pour pouvoir appliquer les mêmes méthodes dans ces universités. Donc au départ, c'était très anglo-saxon et il a fallu montrer un peu patte blanche. Donc, en fait, ils voulaient s'inspirer de ces réussites pour pouvoir réussir eux-mêmes. Et peu à peu, ils ont mis des critères. Donc ces critères sont quand même assez nombreux. Mais on a aussi peut-être tout simplement le fait qu'en France, on ne sait pas retenir nos chercheurs. On ne sait pas retenir les meilleurs élèves sortis de ces écoles-là. On ne les met peut-être pas en valeur. On ne met pas suffisamment en valeur la recherche et l'enseignement supérieur. Bon, alors c'est très intéressant parce que là on a 2 points de vue. Vous, votre consultation, les auditeurs de Sud Radio, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Michel Donneken, président de l'université de Strasbourg. Déjà un mot, votre université a progressé et on peut dire que vous pouvez être satisfait de l'évolution au sein de ce classement.
Oui, je note juste qu'en France, il y a un regroupement au sein de France Université. Il y a une structure qui s'appelle UDIS, qui réunit les 13 universités d'excellence française. Les dernières entrées étant Montpellier notamment et Lorraine. Je note que sur les 13 universités donc de cette association que je préside, les 13 sont en progrès. Voilà. Ouais, c'est très intéressant ça. Oui, oui. Ensuite, je note dans les 80% l'esprit très français qui consiste toujours à dénigrer ce qui se fait en France. C'est comme les Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques et puis l'euphorie qui a suivi. Voilà. Bon. Donc, on peut penser des classements ce qu'on veut. Vous savez, les classements, c'est comme les horoscopes. Hein. Tout le monde les lit, mais tout le monde ment. Ça, c'est joli. C'est joli. Voilà, c'est exactement ça. C'est un beau petit clin d'œil. Bon, peut-être juste pour conclure sur ce classement, parce que c'est vrai que notamment parmi les références, il y a le nombre de productions de contenu. Donc évidemment, une entreprise, bah voilà, c'est un lapsus révélateur. Une université qui a compris le mécanisme aura tendance à fournir un peu plus de contenu, de réflexion. Il y a aussi le rapport avec le nombre de prix Nobel préparés, plus le nombre de chercheurs. Et les Fields aussi. Voilà, c'est ça. Bon, juste un mot, Michel Taube, l'occasion quand même de dire que, bien sûr, il y a les universités à l'américaine et qui trustent les premières places, mais elles coûtent très cher, elles sont difficilement accessibles, tandis que les françaises, elles le sont. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais saluer M. Denecker parce que moi, je suis diplômé de l'université de Strasbourg. Oh bah je suis alsacien. Alors là, et donc, il fut un temps où j'ai fait mes études à Strasbourg pendant plusieurs années, et donc je suis honoré d'être autour de la table avec le président de l'université de Strasbourg. Alors Michel Denecken, ajoutez à la liste de vos brillants diplômés, Michel Taube, mettez-le, ça va vous faire grimper dans le classement. Voilà. On va le mettre. Voilà, et j'ai même été assistant de travaux dirigés dans des matières qui vous concernent, puisque j'ai travaillé sur l'histoire des idées politiques, et je crois, si j'ai bien pu comprendre, que les enjeux de théologie vous concernent de près, Monsieur le Président. Maintenant, pour revenir pour revenir au sujet, non, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je voudrais peut-être faire un petit pas de côté en disant ce qui m'amuse chaque année, c'est que le classement de Shanghai paraît le 15 août. Et le 15 août, c'est un moment de grandes vacances en France. Mais la France, c'est un des rares pays au monde où le 15 août, on est en vacances. C'est-à-dire que, en fait, je veux mettre le doigt sur le fait que dans notre pays, on a beaucoup de vacances, des vacances d'été qui sont hallucinamment longues, contrairement à la plupart des autres pays dans le monde. Et en tout cas, je parle des pays les plus dynamiques et les plus développés. Et je trouve toujours assez amusant que ce classement sorte au moment même où les Français sont en vacances. Alors que, par exemple, nos voisins allemands ont déjà commencé à reprendre le chemin de l'école, du travail, etc. Bon, vous dites, et c'est pas anodin. Vous dites que ce classement, en fait, ne fait pas le jeu des Français. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays où la culture du travail, des études, de l'effort, elle est plus développée. Et vous parlez, cher Frédéric Brindel, des États-Unis. Mais évidemment que ça coûte très cher les études aux États-Unis. Mais les Américains, ils investissent, ils mettent le paquet dans leurs universités. Aux États-Unis, vous avez le destin normal d'un homme d'affaires qui va s'enrichir très fortement aux États-Unis, qui va devenir milliardaire. C'est lorsqu'il arrive à la maturité de sa vie personnelle et professionnelle, eh ben il va céder jusqu'à 90% de sa fortune pour faire quoi? Pour financer les universités du territoire où il vit. Et donc, si vous voulez, voilà, il y a des pays qui ont une culture de l'excellence. Donc vous louez le système américain, Michel Taube. Non, je loue les pays qui font de l'excellence et de l'effort une valeur cardinale. C'est le cas aussi de la France, parce qu'il y a un génie français et parce qu'évidemment il y a une histoire française d'université. Je rappelle quand même que la Sorbonne est une des plus vieilles universités européennes. Oui, elle fait partie d'ailleurs du top 100. Elle fait partie du top 100. Alors, je voulais insister là-dessus. Michel, pour un autre Michel, parce que Michel Denecken, sur cet aspect, on va dire, très ouvert, très démocratique de l'université à la française, qui s'inscrit un peu en confrontation avec le système élitiste de l'Amérique. Est-ce que c'est pas ça qui fait que finalement on peut pas rivaliser avec les Américains? Alors notre obsession, c'est pas d'être à Shanghai, c'est de savoir ce qu'est le système français.
Encore une fois, je suis très impressionné que 83% des Français sont convaincus que c'est pas le bon truc. Non, c'est juste une consultation des auditeurs de Sud Radio. Hein. C'est un titre indicatif. Je sais pour rencontrer beaucoup de la population que les ESC sont mal connus, en fait, tout simplement. Mais juste pour en revenir, en fait, si on prend en compte les critères qui sont annoncés, les médailles Fields, les prix Nobel, les publications dans les grandes revues, eh bien, ce sont des critères objectifs. Alors on peut penser ce qu'on veut de la volonté idéologique des Chinois. Je note que malgré leur système, ils n'arrivent pas à être en tête, donc c'est toujours les Américains et les Anglais qui sont en tête. Et ce n'est pas le même modèle. C'est-à-dire que nous nous réjouissons en France de faire des progrès considérables dans le domaine de la recherche scientifique, alors que nous n'avons pas les mêmes moyens. Et ce n'est peut-être pas finalement une raison de pleurer. Les politiques publiques en France montrent que ce soit Frédéric Vidal ou aujourd'hui Sylvie Retailleau, mais ça a commencé avec Valérie Pécresse, que quand l'État impulse des politiques d'excellence dans les universités, ça marche. Et qu'on ne décrète pas d'avoir un prix Nobel du soir au matin. C'est des processus extrêmement longs. Donc, notre modèle, qui est un modèle où, dans mon université, il y a 5 prix Nobel. On a des gamins de 18 ans, bacheliers, qui bénéficient pour 350 € par an de leur savoir. Ils enseignent chez nous les prix Nobel. Ça, c'est le pied de nez que nous faisons aux Américains, où il faut dépenser 50 000 €, et ça a été dit tout à l'heure. Oui, c'est considérable. Les jeunes, notre modèle social fait qu'on ne sera jamais premier, mais être à ce niveau pour 15 universités françaises, avec les critères de Shanghai, c'est une super performance. Oui, et là on est au cœur de la réflexion, Michel Deneken. Alors, je vais donner la parole à Corinne Tapireau, mais au 0826 300 300, notre auditeur fil rouge, Gilles, attend. Gilles, juste sur cette question, votre point de vue, pour vous, les universités françaises, est-ce qu'elles restent des références pour l'enseignement supérieur ? Alors absolument, et je rebondis vraiment sur ce qui vient d'être dit, parce que j'y adhère à 200% en fait, parce que tout dépend de la finalité et de ce à quoi on veut arriver. Est-ce qu'on veut forcément arriver numéro 1 d'un classement qui finalement qu'est-ce qu'il veut dire, ou alors est-ce qu'on veut former nos jeunes et à quel prix en fait? Vraiment tout le cœur même est là, et est-ce que c'est une référence? Nos universités sont une référence, j'en suis plus que convaincu. Maintenant, quelle est la politique qu'on veut mener? Veut-on devenir numéro 1 pour le prestige d'être numéro 1, ou veut-on une génération de scientifiques, de chercheurs, enfin pas forcément scientifiques, mais de chercheurs, mais qui ne coûtent pas pour ne pas avoir endetté sur je ne sais combien d'années pour obtenir un diplôme en fait. Ouais. Et en tout cas, sur la grande réussite de Paris-Saclay, c'est aussi de pouvoir développer cette recherche. Alors Corinne Tapireau, vous vouliez ajouter? Oui, ouais. Moi je veux quand même ajouter d'un mot, et ce qui peut peut-être expliquer votre sondage, c'est en fait tout ce qu'on dit de négatif sur l'admission post-bac, qui génère beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes. Et on a quand même une difficulté dans ce pays, c'est ce palier d'orientation qui reste finalement assez difficile, où l'université méconnue au lycée, il n'y a pas une passerelle suffisamment forte et puissante pour bien préparer nos élèves d'abord dans les choix des universités qu'ils font faire. Lorsqu'ils font des choix dans des universités qui correspondent à leur projet, ils y réussissent, mais on a quand même un taux d'échec en première et deuxième année globalement dans l'université qui est quand même assez inquiétant aussi. Oui, parce que finalement, cette possibilité d'entrer pour le plus grand nombre en université fait qu'il y a aussi un écrémage évident, cher Michel Deneken. Alors là aussi, c'est un modèle français. On a dit aussi énormément de Parcoursup qui est perfectible et qui se perfectionne. On a dit aussi beaucoup de mal de trouver mon master. C'est notre problème en France. Nous voulons une université qui soit la plus ouverte possible en France. 85% d'une classe d'âge peut aujourd'hui prétendre aller dans l'enseignement supérieur. En Allemagne, c'est la moitié. C'est-à-dire qu'on a un vrai questionnement de notre modèle. Si nous voulons continuer à accueillir tous les bacheliers, toutes les bachelières, il est vrai, c'est ce qui vient d'être dit, qu'il faut revoir les passerelles entre ce qu'on appelle le -3 + 3, trouver peut-être un corps d'enseignants plus aguerris à faire passer le Grand Canyon parfois à un garçon ou une fille de terminale vers l'université. Donc je crois qu'il y a une vraie question par rapport au modèle français. Mais le modèle français
sera toujours en fait questionné par les citoyens. Si nous continuons d'être service public, avec de l'argent public essentiellement, même s'il y a de plus en plus de contrats avec des entreprises, nous devons accepter que c'est pas Shanghai notre référence. Et que si on augmente notre potentiel à Shanghai, c'est parce que nous sommes capables, pour rester dans la course, de développer la recherche d'excellence, la formation doctorale d'excellence et l'attraction pour les étudiants étrangers. Beaucoup de nos docteurs, à Strasbourg par exemple, la moitié des doctorants ne sont pas français. Donc c'est aussi un critère important. Et ça, effectivement, ce classement, du coup, vous y revenez, et j'entends que vous y êtes très attaché, mais c'est vrai que c'est dans la tendance que moi j'ai pu saisir, c'est-à-dire, comme c'est une référence, c'est attractif pour les grandes entreprises, qui du coup se rapprochent de ces universités, et du coup c'est un peu le système du serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça alimente une activité. Michel Taube. Mais en fait, ces classements, ça doit entraîner à l'émulation et ça doit encourager les universités un peu moins bien classées à faire des efforts pour essayer effectivement de progresser. Après, je veux dire, effectivement, en France, on vit avec un dogme qui avait été installé par Jean-Pierre Chevènement, me semble-t-il. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un homme politique de l'époque qui est décédé aujourd'hui, Louis Mermaz. Je voulais saluer sa mémoire, qui a été ancien ministre de François Mitterrand, important et président de l'Assemblée nationale. Mais pour revenir, on a vécu pendant des décennies sur le dogme de 80% d'une classe d'âge qui devait passer le bac d'enseignement général. Et c'est vrai, moi je considère que c'est une erreur, qu'il faudrait développer les enseignements professionnels le plus tôt possible, ce qui pose le problème du collège unique, mais notamment dans le but de l'excellence académique des universités. Parce que si, au lieu d'avoir des dizaines de milliers d'étudiants qui font 1 ou 2 années à l'université parce qu'ils ont eu le bac au forceps et qu'ils savent pas où aller, ils savent pas comment s'orienter et qui du coup vont emboucher entre guillemets les amphis en première et deuxième année, et ben s'il y avait moins d'étudiants dans les universités parce que plus d'entre eux feraient des parcours professionnalisants pour des métiers manuels, des métiers de service qui sont tout aussi nobles que l'excellence académique, et ben les universités pourraient se concentrer sur cette dite excellence. Et je suis sûr qu'on aurait encore de meilleurs résultats pour nos universités. On revient à la sélection. Alors là, c'était après Mitterrand, c'était De Vaquet. C'était oui. Voilà. Alors juste pour conclure avec vous, Michel Doneken, moi à titre personnel en tant que journaliste, j'ai l'occasion de donner des cours pour les jeunes journalistes en université et en école privée. Tout le monde se pose la question aujourd'hui et les parents aussi. Finalement, il vaut mieux aller à l'université ou dans une école qui fait référence, sachant que y en a une qui est accessible et l'autre où il faut payer un peu plus. Il est un peu là aussi le cœur de la question, Michel Doneken. Bien, ça veut dire que les politiques publiques en faveur de l'université doivent prendre en compte cette concurrence du privé qui à 80% est moins bonne que l'université et qui fait croire à des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants que payer 10 000 €, ça donne un job ou un diplôme qui soit autre qu'en papier mâché. Excusez-moi, ce chiffre 80%, il est, vous l'annoncez comment ? Vous avez quelle source ? Non, mais nous savons que dans l'opinion publique, des parents sont prêts à se saigner avec beaucoup d'argent pour avoir un enseignement supérieur ou une formation professionnelle pour leurs enfants. Donc, s'ils ne le trouvent pas à l'université, pour des tas de raisons, ils vont ailleurs. Mais je voudrais juste préciser une chose. Oui. Parmi les choses qui sont très peu connues des universités, nous avons de plus en plus de formations professionnalisantes, de stages et de plus en plus de formations en alternance. Moi, j'ai 4 écoles d'ingénieurs dans mon université. Un tiers des étudiants sont aujourd'hui des alternants. C'est-à-dire que la découverte par l'entreprise, par le tissu socio-économique de ce que c'est faire l'université, fait qu'aujourd'hui,
L'université n'est pas une tour d'ivoire, elle est vraiment là pour celui qui veut avoir un job, celui qui veut créer une start-up ou celui qui veut faire de la recherche. Et d'où le chiffre dont vous nous parlez, et j'ai la précision, c'est le taux d'insertion professionnelle qui est donc dans 80% des cas, en fait, c'est meilleur au niveau de l'université. Voilà. Merci beaucoup Michel Donneken, bravo aux universités françaises qui ont brillé dans ce classement. Alors Paris-Saclay, on l'a dit, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Université, Paris Cité aussi, et puis on n'oublie pas la vôtre, Strasbourg, qui nous a donné le si brillant Michel Taube qui est avec nous. Dans un instant, nous allons jouer. Gilles est resté avec nous et on va se détendre. Voilà. Ça y est. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons